Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour reparler d'un thème que j'avais abordé il y a plusieurs années maintenant sur la chaîne. Voilà, ça avance, la chaîne prend de l'âge, moi avec. Et voilà, c'était le thème de la perversité narcissique. On m'a demandé de refaire un live sur le sujet, ce que je vais faire, mais d'abord je vais vous poster quelques vidéos pour que vous puissiez réancrer certaines choses. À l'époque, j'avais beaucoup plus parlé des victimes que de la typologie des raisons profondes pour lesquelles le pervers est un pervers. Je voudrais bien dissocier aujourd'hui aussi quelle est la différence entre perversité narcissique et manipulation. La manipulation aussi a quelque chose de terrible, mais il y a un facteur qui je dirais, dissocie très très clairement les deux. Alors déjà, qu'est-ce que la perversité narcissique? D'où vient-elle? On va essayer de répondre à tout ça. La première chose, chez un vrai pervers narcissique, s'il y a une chose aussi que je veux préciser avant de démarrer, c'est qu'il y a encore des personnes qui nient l'existence de ces phénomènes, qui nient l'existence de ces personnes, qui n'en ont pas conscience. Et quand on leur relate certains faits, qui disent oui mais ça c'est un malade mental, voilà. Et donc qui ne connaissent pas, qui sont encore dans l'ignorance de ces phénomènes. Et je pense qu'il est important que l'information soit une information qui continue à passer, parce qu'il y a des gens qui sont en responsabilité du mieux-être des autres et qui n'ont pas conscience que ça existe. On ne peut pas traiter, je suis extrêmement claire là-dessus, on ne peut pas traiter ou aider une victime de pervers narcissique si on ne connaît pas le sujet, j'allais dire sur le bout des doigts. Donc il faut avoir énormément travaillé le sujet, il faut l'avoir éventuellement connu soi-même, mais il faut s'en être sorti, parce que si on est encore dedans, on ne peut pas aider l'autre. Donc en fait, et l'avoir, je dirais, disséqué, pour bien comprendre toutes les arcanes, tous les mécanismes, pour pouvoir repérer après une personne qui vient vous voir et qui est complètement désorientée, complètement déstabilisée, qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé, et pour dénouer la pelote et retrouver l'historique. Voilà. Cette remarque étant faite, je vais pouvoir commencer. Donc, pourquoi déjà perversité? Pourquoi narcissique? Perversité, parce qu'en fait, il va y avoir des comportements doubles, triples, quadruples, enfin bon, voilà. En tout cas, il va y avoir forcément plusieurs visages. Un visage qui va être au départ extrêmement avenant, un visage qui, d'ailleurs, la plupart du temps peut vous étonner, parce qu'en fait, le pervers narcissique est tout à fait capable d'aller faire des recherches par rapport à vos hobbies, par rapport à vos passions. Il va avoir une espèce de capacité à capter en fait chez sa victime, chez les autres, leurs points faibles, ce qu'ils aiment, et d'aller après, au travers de tout ce qu'ils auront capté, compris de la victime, et bien de pouvoir aller jouer avec ça. Sous l'angle de la séduction, ça va faire que ils vont vous dire que eux aussi ont cette passion-là, que eux aussi ont une certaine culture dans tel ou tel domaine, qu'ils aiment telle et telle chose. Vous vous apercevrez après que ça n'est absolument pas le cas, qu'ils ont une espèce de où ils se sont fait un vernis de culture au moment de cette période de séduction, mais qu'en fait derrière c'est creux, il n'y a rien. Alors, je m'arrête tout de suite sur le côté creux. Parce que justement, le propre du pervers narcissique, c'est d'être vide, de ressentir un vide intérieur absolument intersidéral. D'où le fait qu'il est capable de prendre de multiples visages, de s'adapter à des paradigmes extraordinairement différents. C'est-à-dire que selon qu'il ait telle personne en face de lui ou telle autre, il va avoir un visage qui n'aura absolument rien à voir. Et il peut passer d'un visage tout à fait séducteur à un visage diabolique, à un visage hargneux, violent, avec une rapidité absolument hallucinante. Ce qui est très très perturbant aussi, puisque dans ces cas-là, la personne en face va tout de suite se remettre en question en disant qu'est-ce qui a pu générer une telle volte-face, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup j'ai pu affaire au même personnage. Donc il y a vraiment des facettes comme ça de cette personne. Et pourquoi ?
Parce que ce sont des êtres qui, de toute façon, ne sont pas, absolument pas construits. Je vous disais, ce sont des êtres qui donc vont être systématiquement dans le réactionnel, dans le pulsionnel, par rapport à des souffrances intérieures, par rapport à également, et on aura l'occasion d'en reparler, au fait c'est leur grande peur viscérale, c'est d'être découvert. Qu'on découvre véritablement qu'en fait, derrière cette façade, il n'y a rien. Il y a une vitrine et il n'y a pas de magasin derrière. Donc en fait, si vous abattez la vitrine, c'est terrible. Donc cette perversité, vous comprenez bien, en fait, c'est cette capacité à tourner de visage, changer de visage totalement. C'est cette capacité aussi à s'habiller de plein de costumes différents, de telle sorte qu'en fait, eh bien, si vous faites parler de cette personne à 10 personnages complètement différents, eh bien, vous aurez 10 portraits complètement différents. C'est très intéressant à ce niveau-là d'aller voir des gens au travail, une ex ou un ex-mari ou une ex-femme, d'en parler aux enfants, d'en parler à quelqu'un qui est un ami. Et vous allez à ce moment-là constater qu'en fait, ce sont des mondes complètement séparés, mais que vous n'avez pas affaire à la même personne. Donc ça, c'est très très important. D'ailleurs, découle de cette chose-là le fait que ce sont des personnes qui mentent tout le temps. Donc, ce sont des affabulateurs absolument incroyables. Étant donné qu'ils sont vides et qu'ils sont creux, ils vont se créer, se générer une personnalité qu'ils n'ont pas finalement, et des identités multiples. Et donc, au travers de cette narration intérieure, ce qui va être terrible, c'est qu'en fait, ils vont y croire. Et c'est ça qui est très très perturbant pour les victimes, parce qu'en fait, ils sont capables d'asséner avec une force de conviction étonnante des mensonges éhontés, sans qu'on ait l'impression qu'en fait, ils se fichent de nous, ou que non, pas du tout. Pourquoi ? Et ça, c'est très perturbant, et c'est là aussi où on reconnaît quand même un trait de la maladie, c'est qu'en fait, ils y croient. Ils y croient profondément, parce qu'en fait, leur vie, n'ayant pas d'existence propre, ils vont s'inventer des vies, ils vont s'inventer des histoires. Donc ce sont des espèces de narrations, et des narrations auxquelles ils finissent effectivement par croire mordicus. Dans quel sens vont ces narrations systématiquement ? Ça, c'est une autre grande caractéristique du pervers narcissique. Ces narrations vont toujours dans le sens d'une victimisation. Alors, chose extrêmement remarquable chez ces personnages, c'est que ça n'est jamais leur faute. Ils n'ont aucune capacité de remise en question. C'est très très fort. Donc, vous les reconnaissez en cela au fait que jamais ils n'admettront avoir fait une erreur, être allé trop loin, ne pas avoir bien parlé. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura toujours des renversements de situation pour vous expliquer, si vous êtes la victime, que c'est de votre faute et que c'est vous qui avez généré ce comportement déviant. Donc cette déviance-là, en fait, elle n'est jamais vue, elle n'est jamais prise en considération, et c'est ce qui fait aussi que le pervers narcissique ne peut jamais changer. Il y a une forme de décret, je dirais, assez dramatique dans la vie de ces gens-là, puisqu'en fait, étant donné qu'il n'y a pas de faculté de remise en question, eh bien, systématiquement, donc c'est toujours l'autre qui va être la source de son malheur, de sa souffrance, de ses difficultés, de ses incapacités, etc. etc. Si c'est de l'impuissance au niveau sexuel, ben ce sera de votre faute. Si c'est le fait qu'il est violent, eh bien ce sera de votre faute. Si c'est le fait qu'il se met vite en colère, ce sera de votre faute. Ce sera de toute façon toujours de votre faute. S'il devait aller chercher quelque chose et qu'il ne l'a pas fait, eh bien ce sera de la faute du travail ou de la faute de ci ou de ça. Voilà, ou du fait que vous êtes trop exigeant ou exigeante et que vous lui mettez tout le temps la pression. C'est-à-dire qu'il va y avoir une déviation systématique du fond du problème. On ne rentre jamais dans le fond du problème, le nœud du problème n'est jamais abordé avec un pervers narcissique, d'où le fait qu'il est capable effectivement, pour couper court, soit à rentrer dans la violence, donc à faire peur, soit à fuir.
c'est une de ses grandes spécialités aussi, c'est la fuite. Par rapport à ce que je viens de vous dire, je vais mettre juste une petite exception qui peut avoir lieu, mais qui n'en est pas véritablement une. Parfois, il peut lui arriver de faire semblant de se remettre en question. C'est-à-dire, il ne va pas vraiment vous dire oui, tu as raison, bon, je peux peut-être comment gérer les choses un peu différemment, etc. Ça va être pour temporiser très très ponctuellement, faire en sorte de dévier, je dirais, d'essayer de rassurer l'autre, de dévier les énergies. Mais de toute façon, immédiatement et instantanément après, vous allez vous apercevoir qu'il n'a tenu aucun compte de ce qu'il vous a dit. Ça peut être 10 minutes après, ça peut être 3 heures, ça peut être 2 jours après. Et que, en fait, tout ce que vous avez cru pouvoir construire à un moment donné, il n'en reste rien, ça n'est que du vent. En fait, c'était uniquement parce qu'il a compris qu'à un moment donné, il était de son intérêt de calmer le jeu. Voilà, on va dire les choses un petit peu comme ça. Mais fondamentalement, la remise en question n'a absolument pas eu lieu. L'autre chose, justement, c'est que quand vous avez toujours la crainte de parler avec ces gens-là, que vous avez toujours la crainte de sa mauvaise foi, des mensonges, de la négation de l'évidence, etc., ça veut dire que de toute façon, vous êtes avec un personnage qui est dans l'incapacité totale de se remettre en question. Alors, le manipulateur sait faire tout ça aussi, hein, il n'y a aucun problème. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, on va arriver à un moment à se rendre compte qu'en fait, ce sont des personnes qui sont dans un égocentrisme total. Total. C'est-à-dire que toute leur vie tourne autour d'eux-mêmes. D'où le fait que ces gens-là n'aient absolument aucune compassion. C'est saisissant, d'autant plus que souvent leurs victimes sont des gens qui ont une sensibilité, etc. Il ne peut pas en être autrement. Parce que un pervers qui est, je dirais, qui a été amputé totalement des sentiments, et on verra pourquoi, eh bien, est obligé de trouver quelqu'un qui va avoir de l'empathie, parce que deux qui ne sont pas empathiques, ça ne peut pas fonctionner. Donc du coup, il va beaucoup jouer sur l'empathie que ressent l'autre, et donc la personne qui est très empathique, elle ne peut pas concevoir que quelqu'un n'ait aucune forme d'empathie. C'est quoi cet égocentrisme paroxysmique, où l'autre finalement n'a pas d'existence propre? Et là, on va en arriver à la définition du narcissique. Qu'est-ce que c'est ce problème narcissique? Alors, je vais vous prendre pour ça. On va revenir et remonter un petit peu sur la genèse et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu la venue de cette perversité narcissique, et je remonte dans l'enfance du pervers, en sachant que dans ma pratique, il y a un cas que j'ai vu de nombreuses fois, un autre dont je connais l'existence mais que je n'ai jamais vu personnellement. Voilà. Un des cas dont on parle, le premier dont je vais vous parler et que je vais moins retenir et moins développer, c'est le cas d'un enfant roi, d'un enfant qui finalement n'a jamais été, à qui on n'a jamais appris à prendre en considération l'existence de l'autre, qui n'a jamais eu de limite véritablement, à qui on a tout cédé, à qui on a appris qu'en fait il était au centre de tout, et qui donc finalement va développer, je dirais, cette sensation narcissique qu'en fait il est au centre du monde et que tout doit tourner autour de lui. Ce cas-là, que je ne vais pas développer, est un cas personnellement que je n'ai jamais rencontré. En revanche, le cas que j'ai énormément rencontré, c'est le cas inverse. C'est-à-dire un enfant qui vient au monde et qui, a priori, en fait, n'aurait jamais dû venir. Alors, attention, dans tout ce que je vais dire, c'est pas parce que vous n'avez pas été un enfant désiré, c'est pas parce que tout ça que on devient pervers narcissique, hein. Mais la caractéristique profonde, c'est qu'à un moment donné, cet enfant-là va être confronté à une indifférence assez insoutenable de la part des parents. Une indifférence qui peut avoir énormément de marqueurs. C'est pour ça que les exemples que je vais vous donner, ne prenez pas au pied de la lettre en vous disant « si j'ai vécu ça, je deviens pervers ». Non, absolument pas, ça n'a rien à voir.
Ce sont des degrés d'indifférence qui sont extrêmement élevés. Ce sont des enfants qu'on a eu, un des deux parents a exigé que l'autre ne voulait pas. Par exemple, pour des raisons, par exemple, d'héritage, pour des raisons de reprise de société, pour des raisons de tout ce qu'on peut imaginer, parce que à un moment donné, un des parents voulait se faire plaisir et que l'autre a été en fait dans une telle a fini par céder, mais à contre-cœur. Et comme le couple a commencé à mal aller, eh bien en fait les deux parents vont s'éloigner de l'enfant. Donc en fait, si vous voulez, l'enfant va vivre après des épisodes où il va se rendre compte qu'il n'est jamais pris en considération. Le pire qu'on puisse infliger à une personne humaine, c'est l'indifférence. L'indifférence est une négation de l'existence de l'autre qui atteint de tels sommets qu'en fait, la blessure narcissique, et on va en revenir à ce mot-là, la blessure narcissique, elle est d'une telle profondeur que l'enfant à ce moment-là va devoir se carapassonner à des degrés qu'un être normal ne peut pas comprendre. Ça veut dire quoi se carapassonner? Ça veut dire qu'en fait il va complètement fermer son cœur. Son cœur va être, je dirais, nourri uniquement par cette seule souffrance qui aura été cette souffrance primordiale. Et donc il va devenir totalement incapable d'éprouver la moindre empathie à l'égard de quiconque. D'abord parce qu'en fait, déjà il ne l'aura pas connu de ses parents. Donc il ne va pas véritablement savoir ce que ça veut dire que de l'empathie. Et parce qu'il va avoir vécu des souffrances telles que sa seule manière d'avoir géré cette souffrance-là, ça va être de se renfermer complètement et de devenir ce monstre qu'il va devenir. Les exemples que je peux prendre, ce sont des exemples d'enfants qui, je dirais, n'ont jamais été félicités, qui ont dû, je vous le dis, remplir un rôle à un moment donné, mais en fait, dont on n'a jamais pris en compte ni la créativité, dont on a pu nier les anniversaires, ou alors les fêter, mais en s'en fichant. C'est-à-dire que, je dis bien à la limite avec des très très gros guillemets, mais un enfant qui est battu, malheureusement, par ses parents, va quand même avoir cette sensation d'exister, même si c'est complètement pervers, même si c'est extrêmement, je dirais, malsain, mais au moins, il va se dire « j'existe aux yeux de mon parent ». Alors que l'enfant pervers narcissique dont je parle, c'est un enfant qui va ressentir à un moment donné qu'il n'est rien pour ses parents. C'est un électron dans l'univers, voilà. Donc ce sont des enfants qui peuvent être mis très très jeunes en garde chez des membres de la famille ou confiés aux bons soins d'une nounou ou mis en pension ou etc. etc. Des enfants qui quand ils sont malades ne sont absolument pas, les parents s'en occupent pas, qui deviennent finalement complètement transparents. D'où le fait qu'ils ne développent pas une identité propre, ils ne sont jamais encouragés dans l'expression de leur identité. Ils ont également, je dirais, une souffrance donc de ne pas savoir véritablement qui ils sont, de ne pas avoir ce sentiment d'appartenance à une famille, c'est-à-dire que leur famille, ça n'a pas de véracité dans la matière. C'est pas une famille, ça. Donc finalement, en fait, très très jeune, la construction narcissique de l'enfant ne peut avoir lieu. Il ne reconnaît pas ses racines, il ne reconnaît pas qu'il est l'enfant d'un couple, de véritablement des parents. Ça veut dire qu'en fait, cette construction narcissique n'existe pas. C'est pour ça qu'en fait, quand j'interviens sur ces sujets-là sur ma chaîne, je dis souvent que nous ayons un besoin d'avoir une image narcissique de nous-mêmes, jusqu'à un certain stade naturellement, parce que quand ça devient voilà, énorme, ça devient problématique et maladif aussi. Mais à minima, il faut avoir un besoin de dignité, avoir une belle image de soi, etc. Quand nous n'avons aucune image de nous-mêmes, ce qui est le cas du pervers narcissique, ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il est dénué d'identité, il ne joue que des rôles. Et c'est ça la blessure narcissique. Donc pervers narcissique, comme il n'a plus rien, eh bien finalement il ramène tout à lui. Tout. Dans une espèce de tentative,
même pas de se découvrir, dans une tentative à un moment donné, je pense, de surnager, de sortir peut-être aussi de cette souffrance, mais très sincèrement, il n'y croit pas. C'est-à-dire que sa capacité à sortir de cette souffrance, il ne peut pas l'entrevoir. Et vous verrez que ça, c'est un point extrêmement fondamental pour dissocier le manipulateur du pervers narcissique. Donc en fait, il n'a aucune espérance. Cet état-là, ça fait qu'en fait, il va devoir aller se nourrir des autres, il va devoir aller vampiriser les autres, il va devoir aller trouver à l'extérieur quelque chose qu'il ne contient pas. Et donc, il ne peut pas y avoir de relation saine, en fait, avec ce genre de personnage, puisqu'il y a toujours cette envie de tout s'approprier, de tout ramener vers soi. Donc, j'y reviendrai. Il y a effectivement, je vous l'ai dit, cette absence de face à face possible avec lui-même. Et c'est pour ça qu'en fait, il va être obligé de se servir des autres comme d'un paravent pour ne pas se regarder lui. Il faut forcément un bouc émissaire. Si je suis seule et que je suis mal, à un moment donné, je vais être obligée de me dire que donc mon mal-être, il vient de moi. Sauf que, à partir du moment où j'ai quand même quelques personnes autour de moi, je vais pouvoir me dire systématiquement que si je suis mal, c'est la faute des autres. Et donc la désignation des boucs émissaires chez lui est quelque chose de permanent. Donc si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'un. Mais de toute façon, il y aura toujours forcément des personnes qui vont lui servir de disjoncteur pour déverser sa colère, pour déverser son aigreur, sa détestation de la vie, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il va donc exiger par rapport à tout ça? Il va exiger énormément de soumission, de compréhension, de patience. Il va exiger de l'autre tout ce qu'il est incapable d'accorder à l'autre, de l'amour, du respect. Voilà. Il est capable d'ailleurs de vous dire avec un aplomb assez phénoménal, quand on commence à le remettre en question, qu'il exige le respect. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout en train de lui manquer de respect, vous êtes simplement en train de dire, là, tu me marches sur les pieds. Eh bien, il est capable de vous dire, oui, mais c'est de ta faute. Donc, cette exigence de soumission, elle vient du fait que de toute façon, il a besoin lui aussi d'avoir des objets autour de lui, pas des personnes, mais des objets dont il va se servir, dont il va se nourrir. Voilà. Vous avez bien compris que ce sont des gens qui ont justement cette incapacité totale à se soigner, à se regarder. C'est un enfermement qu'on a du mal à imaginer. Le gros souci là-dedans, c'est que si encore, je dirais, il pouvait rester enfermé tout seul, il ne ferait pas trop de dégâts autour de lui. Le gros souci, c'est comme il a cette incapacité à rester dans le face-à-face, il va beaucoup rechercher d'ailleurs de quoi comment dirais-je, oublier sa condition. Donc ce sont des personnes qui peuvent aimer beaucoup les sorties, le luxe, tout ce qui peut leur faire, le consumérisme, tout ce qui peut leur faire oublier finalement le vide intérieur qu'ils sont en train de ressentir, qui est un vide extrêmement souffrant. Voilà. Une dernière chose que je voudrais dire, et puis après je vous ferai une autre vidéo, c'est qu'en fait, ils vont tout le temps réclamer que ce soit l'autre qui fasse les efforts, que ce soit l'autre qui s'arrange pour, je dirais, se mettre à son diapason à lui. Donc en fait, et d'où la soumission permanente qui est réclamée, étant donné qu'il n'existe, vont-ils dire que ma réalité, que ma souffrance, alors à ce moment-là, ça va être à toi de t'adapter intégralement à ce que moi je ressens et de faire en sorte de te mouler à à mes desiderata, à mes états d'esprit, d'où le fait que la plupart du temps, les victimes finissent par ne vivre qu'autour des états d'âme de la personne, qu'elles sont constamment dans cette espèce d'état d'éveil sur le qui-vive, je dirais. La vie du victime du pervers narcissique est une vie de qui-vive, d'attention permanente, d'essayer d'anticiper en permanence
les désirs qui n'ont même pas encore été énoncés, de faire le moins de bruit possible, de devenir le plus transparent possible pour que justement ça ne crée jamais de difficultés, jamais de problèmes, jamais de violence, jamais de... aussi le fait de faire la tête, hein, basiquement, puisqu'ils sont capables aussi d'infliger, je dirais, parfois des semaines de silence. C'est aussi une autre forme de violence. Voilà, un silence réprobateur. Et donc, de mettre une ambiance qui est une ambiance où finalement tout le monde est dans ses petits souliers et puis personne n'ose rien dire. Voilà. Donc, des situations où, quand le pervers rentre chez lui, eh bien, d'un seul coup, l'ambiance peut changer du tout au tout à la maison. Donc, vous pouvez le constater si vous avez des enfants. C'est assez impressionnant de voir à un moment donné l'ambiance qu'il peut y avoir, quelque chose qui est assez décontracté, qui est assez normal entre guillemets, et le pervers rentre, et vous pouvez vous apercevoir que les enfants partent, c'est gay, tout le monde rentre dans sa chambre, ou alors que d'un seul coup ça devient beaucoup plus silencieux. C'est-à-dire que intuitivement et instinctivement, les enfants savent au bout d'un moment que de toute façon, s'ils ne veulent pas déclencher certaines choses chez le ou la pervers narcissique, eh bien, ils vont devoir changer complètement leur comportement. Alors ça, c'est typique de la présence d'un pervers narcissique. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. J'ai pas tout dit naturellement, mais c'est déjà, je dirais, beaucoup entre guillemets. Si vous avez justement soit malheureusement connu ce phénomène-là, soit si vous avez connu des gens qui l'ont connu, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les noter pour qu'après lors du live, il y ait véritablement un échange parce que c'est le but aussi, que ce ne soit pas des vidéos bis. Voilà. Donc je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes et puis je vous retrouve donc pour continuer sur ce sujet et pour que vous puissiez après ouvrir le débat. À très très vite sur la chaîne, je vous embrasse tous, à bientôt.